Séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 2 décembre 2024 à 19h30 au deuxième étage du Centre Olivier Lézardi, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Claude et Guylaine Lefrançois et messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouillot. Sont également présentes la directrice générale, Mme Magali Lavigne, ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents à l'ordre du jour forment quorum et la séance ordinaire du 2 décembre 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci beaucoup, Mme Ovington. Donc, je vais souhaiter la bienvenue aux gens qui assistent ce soir ici à la séance du Conseil. Je salue également les gens qui vont nous écouter, qui nous écoutent en direct là, via la plateforme Zoom. Et je salue les gens également là, qui vont nous écouter via la télé d'ici lors des séances, les séances lors de la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles de fonctionnement des séances municipales et que les membres du conseil municipal en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Et par contre, j'aimerais attirer votre attention qu'il y a eu des modifications à l'ordre du jour. Donc, le point 5.4, qui sont les travaux de réfection de la rue de l'Église, Trépanier et Pichette Sud, l'autorisation de paiement et de la directive de changement numéro DC 005A5A REV2 a été retiré. Donc, on a fusionné en réalité les deux points, le 5.4 et 5.5, on les a fusionnés ensemble pour en faire juste un. Et nous avons ajouté également les points là, au Varia, qui est le 13.1, qui est la demande d'aliénation de l'eau agricole. 13.2, qui est un avis de motion de dépôt de projet de règlement, numéro 627-24, modifiant le règlement 589-20, relatif à la gestion contractuelle. Et au point 13.3, qui est l'avis de motion, qu'on va faire un dépôt d'avis de motion pour un règlement, là, le numéro 628-24, qui modifie le règlement 538-18. Donc, sans plus tarder, j'aurais besoin d'un proposeur, une proposeuse. Je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 2 décembre 2024 avec les modifications apportées. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 4.1, qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024. Je vais passer la parole à M. Martineau. Merci, M. le maire. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Mme Plot, le 4.2. Merci, M. le maire. Donc, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2024. Considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre, et ce, préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, conséquence, je propose que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 novembre 2024 soit adopté tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.1, Mme Lefrançois. Merci. Alors, modification de la résolution numéro 2024-0411-300 concernant les comptes généraux au 31 octobre 2024 et dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 31 octobre 2024. Il y a un montant qui avait été oublié tout simplement, donc on fait l'ajustement tout simplement. Considérant que par la résolution, le conseil municipal a approuvé la liste des comptes à payer pour la période se terminant le 31 octobre 2024 au montant de 1 753 511,82. Considérant que le montant total de la dite somme la liste est erronée, en conséquence, je propose que le montant de la liste des comptes à payer pour la période se terminant le 31 octobre 2024 soit remplacé par 1 842 825,13, incluant les salaires. Merci. De là, l'ajustement. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.2, Mme Lefrançois. Oui, alors les comptes généraux au 30 novembre et le dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er au 30 novembre 2024. Alors, comme d'habitude, je vais mentionner les dépenses de 5 000 $ et plus. Donc, les entrepreneurs Bucaro, Nébleuse,
pour 95 028 et 25. Un rouleau asphalte à une compagnie numérique pour 18 970. Ensuite, le deuxième versement pour développement Côte-de-Beaupré, 20 000 Ensuite, des honoraires professionnels, accompagnement pour la rue La Plante, la rue du Couvent, la rue de l'Église, les ponceaux sur le territoire aussi, 63 985 et 75. Les interventions pour service incendie Sainte-Anne, majoritairement de la formation, donc 5 282 et 65. Uniformes pour nos pompiers, manteaux, chemises, etc. Donc 6 032 et 29. Travaux de plomberie à la bibliothèque et à la ville. Il y en a eu une fuite d'eau aussi à la cuisine. Donc 14 767 et 6. Ensuite, mécanique Ferland pour des pneus, réparation mécanique pour 7 074. Ensuite, Robitaille équipement pour épandeur, pelle pour le F350. Donc, ça montait à 28 647 et 17. Ensuite, Villéco pour les collectes matières résiduelles, 69 601 et 37. Ensuite, groupe Géos, donc contrôle le matériau, la rue de l'Église, 21 208. Ensuite, Sany-Orléans pour la vidange des fosses septiques, 16 047 et 73. Ensuite, déneigement Daniel Lachance pour l'achat de gravier, le sable et le sel, 24 488 et 23. Et des fougères pour les conteneurs éco-centres, la location, donc 10 830 et 64. Ensuite, Canatrac Incorporé, ramasseur, débroussailleuse, 107 766 et 7. Ensuite, Urbatec pour l'urbanisme, les inspections pour le mois d'octobre, 9 853 et 36. Ensuite, Johnson Control, licence pour métassis et réparation, 6 172. Taureau Mont 4 Québec, entretien et frais de déplacement, 6 480. Ensuite, nettoyage du bassin de rétention, donc REGNR, donc 6 017 et 63. ASDPS, c'est le terrain puis la politique familiale qui devait être revue, donc 5 194 et 60. Ensuite, Gosselin-Tremblay Excavation, pelle et 12 roues et pour le ponceau chemin Dion. On sait qu'on avait des travaux à faire là. Donc, 11 642 et 65. Ensuite, Agence Revenu du Canada, donc les déductions à la source, 12 685 et 43. Les déductions à la source aussi pour le ministère du Revenu Québec, donc et pension, novembre 2024, pour 31 167 et 3. Hydro-Québec, donc compte d'électricité, pour 10 365 et 43. Les assurances collectives pour novembre 2024 pour Beneva, donc 10 435 et 96. Ensuite, Fleetcor Canada Mastercard, essence, voirie, non, c'est pas vrai, excusez-moi, je me suis trompée. Les entrepreneurs Bucaro, niveleuse, 5 000 $. Ensuite, demande de deuxième paiement concernant les travaux, donc Action Projex, 1 500 869 et 60. Ensuite, honoraire pour le mois d'octobre, consultant ressources humaines, 7 365. Ensuite, Allen, entrepreneur général, un troisième paiement, donc 708 817 et 35. Ensuite, l'Ange Gardien Ford, l'achat de l'UF 350 2024, 87 332 et 42. Donc, un total de 2 527 023. On additionne les salaires pour 101 602 et 36. Un total, donc, de 2 628 625 et 39. Merci beaucoup. Alors, je propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme pour la période au 30 novembre 2024, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette liste fait foi de rapports sur les autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Merci. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.3, qui est la somme payable pour le service de la Sûreté du Québec là, pour l'année 2025.
Donc, on a eu une mise à jour là, au niveau de la quote-part. Donc, considérant la facture acheminée le 5 novembre 2024 par le ministère de la Sécurité publique au montant de 693 293 pour l'année 2025, soit une augmentation de 3,54 par rapport à 2024. Donc, c'est une augmentation en réalité de 23 703 là, d'une année à l'autre. L'évaluation, en réalité, là, pour la quote-part est faite sur les 5 dernières années sur l'évaluation des maisons. Donc, l'évaluation qui est entrée cette année va entrer en vigueur au mois de janvier. Ça veut dire que l'année prochaine, le nouveau rôle d'évaluation des maisons va avoir un impact sur la quote-part pour l'année prochaine dans le premier budget, puis on parle de 2026. Mais pour cette année, c'est une augmentation là, de 23 703. Et considérant que le premier paiement doit être versé au plus tard le 30 juin 2025 et que le second paiement doit être versé au plus tard le 31 octobre 2025, donc je propose d'autoriser le paiement de la facture en 2 versements. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.4, M. Roberge. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Donc, Mme Lefrançois nous parlait du 3e paiement pour les travaux de la rue de l'Église. Je parle du 4e. Donc, on donne l'autorisation ce soir du paiement numéro 4 pour les travaux rue de l'Église, Trépanier-Pichette, considérant que par sa résolution 2024-1707-177, la Ville de Château-Richer a octroyé un contrat pour la réfection des rues de l'Église, Trépanier-Pichette à l'entreprise Alan pour la somme de 2 575 440 taxes incluses. Considérant la facturation de la demande de paiement numéro 4 datée du 28 novembre et transmise par la FQM recommandant le paiement d'un montant de 377 359,43 incluant les taxes. Considérant que ce montant représente le montant des travaux exécutés au 27 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer autorise le paiement numéro 4, donc la somme de 377 359,43 incluant les taxes, à Allen Entrepreneur Général, suivant les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités, et d'autoriser la trésorière à approprier ses dépenses à même les fonds prévus au règlement d'emprunt 617-24. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.5, Mme Plot. Oui, merci. Donc, autorisation de paiement numéro 3, travaux rue du Couvent. Considérant que par sa résolution numéro 2024-2507-181, la Ville de Château-Richer a octroyé un contrat pour la réfection de la rue du Couvent à l'entreprise Action Projects pour la somme de 1 144 189,64 taxes incluses. Considérant que la facturation de la demande de paiement numéro 3, datée du 28 novembre 2024, est transmise par la Fédération québécoise des municipalités, recommandant le paiement d'un montant de 340 569,5, incluant les taxes applicables, considérant que ce montant représente le montant des travaux exécutés au 27 novembre 2024. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer autorise le paiement numéro 3, soit la somme de 340 569,05 incluant les taxes, à Action Projects, suivant les recommandations de la Fédération québécoise des municipalités, d'autoriser la trésorière à approprier ses dépenses à même les fonds prévus au règlement d'emprunt numéro 121-24. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.6, qui est la quote-part 2025 là, pour la MRC de la Côte-de-Beaupré. Donc, considérant que l'adoption du budget 2025 de la MRC de la Côte-de-Beaupré le 27 novembre, qui a été fait le 27 novembre 2024, considérant le montant de la quote-part de la Ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025, qui s'élève à 380 325,60 sous. Donc, en réalité, on a eu une baisse de 2,6 Donc, on a une économie cette année par rapport à l'an passé de 10 000 environ là, de quote-part de moins à rembourser. Donc, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2025 de la MRC de la Côte-de-Beaupré en 2 versements égaux aux dettes convenues. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 6, qui est le suivi des dossiers et points d'information. Je vais passer la parole à M. Martineau. Merci, M. le maire. C'est le retour du calendrier 2025. Ceux qui ne l'ont pas vu, il était disponible là,
Marché de Noël. au marché de Noël en fin de semaine. Il est toujours disponible au centre de généalogie, si vous voulez vous procurer. Vous allez pouvoir découvrir là, des commerces, certains qui existent toujours, certains qui sont disparus de Château-Richer. Puis en même temps, c'est une façon là, d'aider à financer le centre de généalogie. Donc, de l'aider à poursuivre ses activités. Merci beaucoup, M. Martineau. De mon côté, je vais vous parler du mur de soutènement, là, le mur de l'église. On sait qu'on doit faire des réparations. Cette année, on avait fait des travaux sur la rue de l'église, mais il y a une portion de la rue de l'église qu'on n'a pas pu faire les travaux à cause du mur de soutènement, à cause de sa fragilité qu'on s'est rendu compte en faisant un peu d'excavation que le mur était fragile. Donc, nous allons procéder à un appel d'offres vers le SEAO pour faire évaluer le mur, là, pour évaluer les travaux là, le plus tôt possible en janvier. Donc, l'évaluation va être faite. Mais en attendant, on a eu des recommandations qu'on va suivre, c'est-à-dire que la rue de l'Église, à partir de cette section-là, va être en sens unique et va aller rejoindre à nouveau la rue du Couvent. Pourquoi? Parce qu'on va éviter que des camions lourds longent le long de la clôture, si on veut, le long de la falaise. On ne veut pas que les camions, des 10 roues ou des gros camions, là, passent là de façon trop fréquente. Donc, en faisant en réalité un sens unique, ça va éviter les gens d'être sur le bord de la falaise. Il va y avoir une zone de dégagement de quelques pieds qui vont être préservés. Il va y avoir des barrières aussi. Donc, le déneigement va se faire là, en descendant de la rue de Trépanier puis en allant retourner vers la rue du Couvent. On va passer sur le long des maisons, là, qui longe les maisons, entre les maisons et le stationnement de l'église. Donc, la rue va être là. On invite les gens qui habitent dans le coin là, de circuler de façon, je dirais, là, lente. On va indiquer là, de ne pas dépasser une certaine limite de vitesse, puis il va y avoir des indications aussi qui vont être installées là, pour indiquer le sens unique le temps que les travaux soient faits pour l'an prochain. Toutes les voitures d'urgence, ils vont pouvoir passer. C'est ça, pour les rebuts, le recyclage, ils vont passer. Mais en même temps, pour aller déneiger, on va prendre un camion un peu moins lourd de notre côté là, pour éviter justement de créer des vibrations puis de mettre du poids là, sur la rue. Donc, on fait ça à titre préventif. Il n'y a pas de danger, mais en même temps, on ne veut pas prendre de chance considérant l'état du mur. Là, on va faire attention et être prudent là, pour les citoyens, autant qui habitent sur le long de la rue de l'église et ceux qui habitent en bas de la côte de l'église. Pour le point sur le mur de soutènement, c'est fait. Maintenant, j'aimerais faire un rappel parce qu'il y a beaucoup d'informations, puis il y a des gens qui ont appelé pour s'informer aussi au niveau de l'usine d'eau potable et les projets qui s'en viennent pour l'année qui s'en vient. Vous savez, depuis qu'on est arrivé 2021, on vous a parlé un peu là, de nos pertes d'eau, les fuites qu'il y avait là, au niveau du réseau, et on a fait faire une évaluation il y a 2 ans environ là, de l'usine d'eau potable par l'entreprise Stantec. Le retour de l'évaluation qui avait été faite, c'était que l'usine demandait une rénovation, je dirais, majeure, pour ne pas dire un remplacement, là, avec toutes les fissures qu'il y avait dans les fondations, autant au niveau de la perte d'eau que l'usine elle-même. Et présentement, on sait qu'avec les pertes d'eau, le traitement de l'eau, on est toujours à la limite un peu du traitement de l'eau là, que les gens ont besoin, puis il faut s'assurer d'avoir de l'eau en quantité. Donc, c'est sûr que l'usine est à revoir. Ça n'a aucun lien avec le fait qu'on ait 4600 citoyens qui habitent Château-Richer, puis on s'en va vers les 5000. Ça n'a aucun lien avec le cap des 5000 qu'on annonce aux gens, qu'on est en train de regarder l'impact que ça va avoir au niveau de la loi. Fait que je tenais à préciser ce point-là parce qu'il y a toutes sortes de choses qui sont dites. Et là, les gens étaient inquiets et ils s'informaient. Donc, on veut vraiment rassurer les gens. Ça fait partie de nos projets, ça fait partie de nos priorités de revoir l'usine d'eau potable en fonction d'un nombre X de citoyens qui vont habiter Château-Richer, mais tout ça, ça va être évalué avec les ingénieurs et on verra au fur et à mesure là, l'évolution de ce dossier-là, puis qu'est-ce qu'on a besoin comme usine au moment où on se parle, et de revoir le réseau d'Aqueduc au complet, toutes les eaux usées également, là, donc d'un bout à l'autre de l'avenue Royale, tous les endroits qu'on vous a parlé, le domaine Champêtre, la rue Paré. Donc c'est sûr qu'on veut tout refaire ce réseau-là, mais on va y aller progressivement, puis on va y aller aussi en fonction des secteurs qui vont être déterminés là, par les ingénieurs, comme on vous l'avait déjà expliqué. Là, eux vont nous dire quels sont les secteurs qui sont le plus prioritaires en premier. Donc, on va évaluer ces besoins-là, puis les réflexions dans ces secteurs-là en premier, en fonction des recommandations qui vont nous être faites à ce niveau-là. Donc, je tenais à repréciser là, que c'est toujours... on travaille actuellement à faire le plan d'intervention. On travaille fort
on met sur pied ce plan-là pour pouvoir aller chercher après ça, indiquer au ministère tous nos besoins d'infrastructure et pour que lorsqu'on va faire les demandes de subventions, que ça soit en corrélation avec le plan d'intervention qu'on est en train de mettre sur pied, qui vont tenir compte de toutes les réflexions qu'on a à faire. Donc, c'est un projet qui va se faire dans les prochaines années. C'est des choses qui vont se faire par étapes dans les années qui vont suivre, mais ça n'a aucun lien là, avec le nombre de résidents là, que nous sommes présentement. L'autre sujet que je voulais aborder également, c'est la vitesse. Donc, il y a beaucoup de gens aussi qui ont intervenu sur le sujet de la vitesse. Le 12 novembre dernier, j'ai rencontré une responsable au niveau communautaire, une agente de la Sûreté du Québec qui s'occupe de tout le volet communautaire, la vie, la qualité de vie des citoyens, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Mme Ovington était présente avec moi. Il y avait aussi M. Nicolas Bourgoin qui était présent parce qu'on va installer une zone neutre au niveau du stationnement de l'église. Et aussi, j'ai parlé, puis j'ai fait part de tous les problèmes de bruit qu'on avait sur l'avenue Royale, les stops non faits, les vitesses qui étaient faites dans les différents secteurs, Saint-Achille, Saint-Ignace, devant l'école. Et j'ai moi-même déposé une plainte en bonne et due forme qui, eux, ont pris en considération. Donc, un citoyen, quand il appelle, qui fait une plainte et qui signe la plainte, la Sûreté du Québec doit venir faire son tour plus rapidement, là, puis doit vérifier de façon, je dirais, peut-être un peu plus assidue là, les choses, même s'ils viennent régulièrement, là, ça, je sais ce qu'on reçoit des rapports. Mais le fait que j'ai déposé une plainte, c'est qu'il y a eu 22 arrestations, puis il y a eu des contraventions qui ont été données. Fait que moi, ce que j'invite les gens, les citoyens, faites comme moi, intervenez, puis faites une plainte au niveau de la SQ, puis eux vont intervenir à ce moment-là. Donc, je ne veux pas qu'on parte un bal sur ça, mais s'il y a des périodes où on voit qu'il y a des choses qu'on trouve qui est intolérable ou qui peut être à risque, peut être dangereux à titre préventif, je pense que c'est peut-être bien d'intervenir puis auprès de la SQ. Et moi, j'ai fait l'expérience, puis ils ont intervenu rapidement. J'ai eu un rapport écrit en plus de leur intervention qui avait été faite suite à la plainte que j'avais faite. Et c'est pas parce que j'ai agi comme maire, mais j'ai agi comme citoyen aussi en même temps, là. Et je pense pas que j'ai eu de privilège. On m'a dit que peu importe qui faisait ce genre d'intervention-là, ils vont intervenir de la même manière. C'est ce que je veux dire aux gens là, présents ce soir. Et après ça, je pense que ça fait le tour des sujets que j'avais à discuter. Donc, j'avais écrit autre chose, mais on en a parlé tout à l'heure. C'est un bon tour, M. la parole à M. Robert. Très intéressant. Merci. Donc, l'hiver s'est installé. Donc, je vous parle de patinoire. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, à l'ensemble du conseil aussi. Donc, vous dire qu'on est très content que la Ville a mis en place dernièrement là, une nouveauté qui devrait nous aider là, à avoir une très belle glace cet hiver. Donc, il y a une bâche blanche qui est installée là, sur la patinoire en asphalte. Donc, ça devrait aider là, avec le reflet du soleil sur l'asphalte noir, retenir aussi l'eau d'arrosage qui s'enfuyait sous la bande. Donc, on pense bien avoir trouvé une belle façon d'améliorer la patinoire pour cet hiver. Donc, j'en profite pour vous dire que normalement, là, si l'hiver se poursuit comme ça, la date qui est avancée dans la tribune est le 16 décembre. Donc, on vous invite à regarder là, la page Facebook de la Ville pour une ouverture de la patinoire pour cet hiver. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Madame Lefrançois. Oui, alors, les loisirs. Mais avant, je vais me permettre, Monsieur le maire, quand même, de dire aussi que l'avis de sécurité concernant le mur de soutènement, les détails et le schéma ont été déposés sur la page Facebook. Alors, si vous voulez aller voir les détails puis où ça concerne exactement, là, visuellement, c'est assez facile à voir. Donc, ce temps-ci de l'année, vous auriez reçu normalement le journal de la Tribune, la programmation des loisirs aussi pour l'hiver 2025. Mais évidemment, considérant la grève de la Poste, c'est pas possible. En fin de semaine, il y avait des versions papier au marché de Noël des 2 documents. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'on a eu un très beau marché de Noël. De nombreux artisans, de la belle nouveauté. Vraiment très agréable d'avoir été là en fin de semaine. Ensuite, vous pouvez retrouver des formats papier, bien sûr, à l'Hôtel de Ville. Ensuite, à l'espace culturel Richard Véraud, au marché Richelieu, bien sûr, Alimentation Lessard, au dépanneur Jean-Marie Gravel, à la pharmacie Family Prix Kathleen Dion. Vous avez aussi sur la page Facebook de la Ville les liens pour vous rendre directement pour regarder le journal La Tribune et la programmation des loisirs et tous les détails.
Ensuite, le 8 décembre, ben, le Père Noël arrive à Château-Richer. Donc, activité organisée par les Chevaliers de Colomb. Alors, 13h30, animation, amusement, jeux, friandises. 15h, l'arrivée du Père Noël. On remercie à l'avance les Chevaliers de Colomb pour l'organisation de cette belle journée-là pour nos jeunes, qui est toujours fort appréciée. L'autre sujet, moi aussi, ça me tient à cœur, ce petit volet-là, décoration de Noël. Je sais que ça tient à cœur à tout le monde aussi, mais un petit peu. Hein? Alors, oui, il y a un concours actuellement pour les citoyens. Noël d'antan, sous les étoiles. Alors, on vous invite à décorer votre maison avec un thème d'antan. Et si possible, avec des étoiles aussi, qui va illuminer donc notre belle ville de Château-Richer. Moi, j'ai remarqué qu'il y a une hausse d'étoiles, en tout cas en ce moment, donc j'en suis ravie. Et vous avez jusqu'au 15 décembre. La façon de faire par la suite, vous prenez en photo votre décoration et vous l'envoyez par lien Internet tout simplement à la ville. Les détails sont aussi sur la page Facebook. Alors, je vous invite à participer à grand nombre. C'est tout. Merci. Ça va ranger maintenant au point 7, la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir, Michel Barry. À la réunion du mois de novembre, je vous avais fait remarquer concernant le service d'urbanisme que, d'une façon générale, vous indiquez les numéros civiques relatifs à chaque décision. Je remarque encore une fois qu'il y a, pour le point 10.2, on ne met que le numéro de cadastre de 6 millions machin chouette et que ça devient extrêmement difficile de saisir le sens de vos décisions. Alors, j'espère qu'on pourra, pas trop tard pour avoir cette information tantôt. On va vous donner l'information tout à l'heure, mais en réalité, on n'avait pas d'adresse pour ce terrain-là, là, mais on va vous l'expliquer tout à l'heure quand on va vous le présenter. Pas d'adresse. Non. Même pas proche. Ben, on peut, si on l'a proche, on vous le dit. Écoutez, okay. C'est dans le milieu du bois, là. OK. C'est pas de rue. Oui, bonjour. Mon nom est M. Lyotte, citoyen Château-Richer. Moi, je voudrais savoir, Mme Fauchon, vous avez dit tout à l'heure que le développement Côte-de-Beaupré nous coûtait 20 000 $. Est-ce que c'est le seul paiement qu'on donne au cours de l'année? Non. Non, je pense que je disais que c'était le combien de troisième paiement, quatrième? À 20 000 chaque fois? Attendez, j'ai serré mes papiers. Pour le 20 000 pour le développement Ouais. Côte-de-Beaupré, si on l'a expliqué il y a quelques séances déjà, c'est que pendant 10 ans, on va donner 20 000 $ pour la piste cyclable. Donc, c'est notre contribution. OK. La piste cyclable va coûter environ, ce qui est évalué, c'est aux alentours de 20 millions, 18-20 millions, là, ça va être là-dedans. Mais la contribution de la ville de Château-Richer, ça va être le 20 000 $ par année pendant 10 ans. Et après ça, c'est sûr que l'entretien de la piste cyclable, là, tous les meubles urbains, ces choses-là, ça va être sous la responsabilité de la ville là, par la suite. Est-ce que la MRC donne l'argent au développement Côte-de-Beaupré? Oui. Ça veut dire que Château-Richer la ville de Château donne l'argent à la MRC, parce qu'elle fait partie de la MRC. La MRC donne l'argent au développement Côte-de-Beaupré. En fait, comment ça nous coûte le développement Côte-de-Beaupré? Là, présentement, Développement Côte-de-Beaupré, les sommes d'argent qu'ils reçoivent, ils les reçoivent de la MRC. Ils ne reçoivent pas de la ville de Château-Richer. La ville de Château-Richer, dans ce dossier-là, pour le 20 000 $, c'est pour avoir la piste cyclable. Donc, OK. on a une piste cyclable de 20 millions pour 200 000 que les citoyens vont payer 20 000 par année pendant 10 ans, comme je le disais tout à l'heure. Maintenant, le développement de Côte-de-Beaupré, les autres, ils vivent avec des subventions qu'ils vont chercher. Ils vivent avec des montants d'argent que la MRC verse à Développement Côte-de-Beaupré. Puis dans les budgets de la MRC, si je ne me trompe pas, puis là, je ne veux pas dire des choses, mais c'est aux alentours de 500 000 $ qu'on donne, la MRC donne à Développement Côte-de-Beaupré. Mais ça lui permet de réaliser plein de travaux, faire les études. Entre autres, on est en train présentement de construire un bâtiment là, à Saint-Anne-de-Beaupré là, pour des personnes qui ont besoin de logements à faible revenu. Donc, c'est chapeauté par Développement Côte-de-Beaupré, qui est une tentacule, si on veut, qui est un partenaire important de la MRC, qui permet le développement de la côte. C'est eux qui ont géré aussi, puis qui ont coordonné tous les travaux là, du quai de Saint-Anne aussi en même temps. Donc, ils font beaucoup de projets, là, mais on va chercher beaucoup de subventions puis avec Développement Côte-de-Beaupré là, pour nous aider, nous autres, les villes aussi en même temps. OK. Alors, c'est une création de la MRC, en fin de compte.
C'est une création qui existait déjà sur un autre nom. Je ne me souviens pas du nom, mais maintenant, ça s'appelle Développement Côte-de-Beaupré. Et ils ont des mandats spécifiques qui sont donnés par la MRC en réalité. Et l'ensemble des maires de la Côte-de-Beaupré. Les CLD, si je me rappelle bien. Les CLD. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, conseillère, bonsoir. Deux questions. Il faut s'identifier. Louis Pinchot, citoyen de Château-Richer. Deux questions concernant le projet de l'EPPC-moi du 71-41 Avenue Royale, pour lequel une réunion d'information a été convoquée la semaine prochaine. La convocation mentionnait que le projet de résolution serait disponible à l'Hôtel de Ville pour consultation. J'ai téléphoné ce matin à l'Hôtel de Ville pour le consulter et ça n'a pas été possible. Alors, et malheureusement, je vais être absent dans une semaine et j'aimerais savoir quand le projet de résolution va être disponible. Est-ce qu'on a de l'information par rapport à ce sujet-là? Je ne suis pas au courant. Je m'excuse, c'est quoi? On va avoir le projet de résolution là, pour le PPC-moi qui va avoir lieu lundi prochain. Oui, c'est ça. Mais là, la première résolution, le premier projet, il a été adopté. Oui, mais j'ai téléphoné ce matin pour pouvoir venir en consulter le texte à l'Hôtel de Ville. OK, je pensais que vous parliez du projet en général. Bien, évidemment, le projet en général, puisque c'est de ça qu'il va être question. Mais pour la résolution qui a été adoptée, ça c'est disponible. Là, je pense qu'on est capable de C'est voir dans les ça. procès-verbaux. C'est ça, oui. Mais le projet lui-même, il n'est pas Il disponible. va être déposé, là, il va être présenté et déposé pour faire une discussion lundi prochain. Donc, on ne peut pas le consulter avant la réunion d'information. Ma connaissance, non. On va refaire des vérifications auprès de la firme d'urbanisme. Normalement, c'est déposé au moment de la publication et puis de la consultation publique. Alors, on va regarder demain matin. On va vous rappeler, M. Pinchot. Ouais, mais je parle demain, moi. Mais, si les citoyens veulent se préparer à assister à une réunion d'information et poser les bonnes questions, ce serait bien que le projet soit disponible avant. Bien, comme dans toutes les, je pense, ce genre de dossier, il y a des processus à suivre d'aspect légal et on va respecter les processus d'aspect légal. Et le projet va être présenté le 9 et les gens qui sont propriétaires là, du projet vont venir le présenter eux-mêmes. Donc, ils vont être ici, ils vont être présents. Le responsable au niveau de Urbatec va être présent également pour être capable de répondre aux gens, aux questionnements des gens, aux préoccupations s'il y en a aussi en même temps. Fait qu'on va faire le dossier, on fait le tour du dossier de cette façon-là. Et par la suite, là, on verra la procédure s'il y a des choses qui peuvent être accessibles et d'autres. Là, je n'ai pas le détail de ça, je ne vais pas m'avancer, mais on va évoluer de cette façon-là. Vous me permettez une deuxième question? Oui. Concernant le 71-68 Avenue Royale, à Château-Richer, il y a eu un PPC-moi qui a fait l'objet de 3 résolutions du conseil municipal. Il s'agissait de la construction d'un bâtiment accessoire étant un garage isolé à l'adresse 71-68 Avenue Royale. Ce bâtiment va... donc, la résolution a été adoptée à 3 reprises. Là, il y a eu des modifications matérielles dans la réalisation de ce projet. Ça avait été présenté une première fois en février ou mars, ensuite avril, la dernière fois en octobre ou novembre, dernière réunion. Ce bâtiment va loger un commerce dont la raison sociale est Max Marine, qui est un commerce de confection et de réparation de voiles pour les voiliers et de vente d'appareils et d'instruments de navigation de plaisance. Est-ce que la Ville est au courant de l'utilisation qui va être faite de ce bâtiment-là, de cette utilisation-là? Et si oui, est-ce que ça respecte le règlement du zonage? Là, vous parlez de l'adresse que vous avez donnée, c'est sur l'avenue Royale? Oui. Bon, on va vérifier. Là, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là, M. Pinchot.
il aurait peut-être fallu appeler à la ville puis nous donner l'information, on aurait pu valider puis vous informer adéquatement. Là, mais comme ça, ici, en direct, là, on fait des validations, on va vous revenir. Parce que c'est zoné agricole et ASD 207. Les usages permis sont précis là, dans le règlement de zonage. Je ne vois rien qui autorise ce genre de... Là, vous êtes préparé pour cette question-là. Vous avez de l'information assez pointue que je dois tout valider, voir si c'est correct. Et on va vous répondre par la suite. Je ne suis pas capable de vous répondre à soir. OK. Ben, l'utilisation d'une construction, ce n'est pas un sujet pointu, monsieur le maire. Mais le zonage de ce secteur-là, je ne le connais pas par cœur. Je suis désolé. Bon. C'est une question de zonage. Je pose ma question et j'espère avoir une réponse. Si vous aviez appelé à la ville, vous auriez probablement votre réponse au moment où on se parle, ou au moins si on aurait fait les recherches pour vous donner l'information, mais ce soir, on n'est pas capable de répondre. La question que j'ai posée, c'est est-ce que la ville est au courant que ce bâtiment-là va servir à un établissement commercial qui s'appelle Max Marine? J'ai pris votre interrogation en note et on va valider ça, on va vérifier. Merci. Merci. Et on avait des questions sur le Zoom? On est rendu. Donc, première question de M. Jimmy Saint-Hilaire. Monsieur le maire, vous avez mentionné que nous avons fait faire un ponceau sur le chemin Dion. Et j'ai constaté aussi que l'on a pris encore une entreprise externe pour un bris d'eau sur la rue Paris. Pourquoi nous n'utilisons pas notre appel mécanique pour sauver de l'argent? J'imagine que c'est ça. Pour ce qui est de la question, je n'ai pas les réponses. On va vérifier ce point-là aussi. Là. Je ne suis pas au courant de qui a fait les travaux et quelle entreprise qui a fait les travaux et comment ça a été fait. J'en ai aucune idée. Je sais que les travaux ont été faits, là, entre autres sur le chemin Dion pour le ponceau. Il était nécessaire, puis il était requis depuis 2 ans environ qu'on aurait dû le faire. Là. On l'a fait cette année. Mais pour ce qui est du reste, je vais vérifier là, qui a fait quoi. Là, puis je pourrais donner la réponse à la prochaine séance du conseil. Deuxième question de M. Saint-Hilaire. Comme vous l'avez sûrement vu sur des pages Facebook douteuses, les citoyens ont constaté la nouvelle évaluation foncière de leur résidence. Pour ma part, c'est 30 % d'augmentation, ce qui est énorme et représente 700 $ de plus sur mon compte de taxes. Ma question est simple, allez-vous baisser le taux de taxation pour aider les citoyens avec cette hausse exagérée? La hausse du taux de taxation pour l'évaluation des maisons, c'est faite par une firme là, avec laquelle je pense qu'on est 5 villes sur la côte de Beaupré avec qui on fait affaire. Et eux ont un rapport et ils doivent agir de façon professionnelle et ils doivent faire les travaux de façon là, très rigoureuse et très professionnelle. Donc, on ne joue pas avec ça. Par contre, si les gens ne sont pas en accord avec l'évaluation qui est faite de la route de la maison, je les invite à communiquer avec la MRC parce que c'est eux qui gèrent ce dossier-là pour pouvoir contester. Et donc, je ne donnerai pas les délais de contestation. Je ne dirai pas à partir de quand que les gens peuvent contester parce que je ne veux pas induire personne en erreur. Mais j'invite les gens à communiquer avec la MRC lorsqu'ils recevront leur compte de taxe là, pour le contester s'ils sont en désaccord avec l'évaluation qui a été faite là, par la firme en question. Et maintenant, pour ce qui est du reste par rapport au budget, nos décisions ne sont pas terminées. Donc, nous allons continuer, justement, après la séance ce soir, on va continuer nos discussions par rapport au budget. Et on va l'annoncer là, aux alentours du 12 décembre prochain, si je ne me trompe pas. La séance d'adoption du budget va être cette date-là. D'ici ce temps-là, il nous reste encore des échanges à avoir par rapport à ça. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes sur le Zoom? Oui, OK. Concernant la question que posait M. Pinchot sur votre nom, M. Michel Barry. Vous avez posé une ou deux questions tout à l'heure? Une. Je pense que c'était une. OK, c'est beau. Non, c'est juste un éclaircissement parce que sur le site de la Ville, concernant la séance d'information du 9 décembre, ça dit les documents sont disponibles à la municipalité pour consultation en préparation à cette présentation. Vous mentionnez que ça va être la firme
Urbanex, tout le reste, mais ça dit que les documents sont disponibles. Je vais vérifier là, c'est quoi les documents qui devaient être disponibles et tout ça. Puis, J'imagine que c'est le premier projet de résolution du PPC moi. C'est le premier Ben, projet. Puis moi, je vous dirais que quand l'année, il y a déjà 1 an et demi, quand il y a eu le projet de PPC moi de Gosselin-Tremblay, Oui. c'est indiqué la même chose. J'ai été allé à la municipalité, moi, pour les consulter. Alors, j'imagine que c'est encore la même chose. ben, on va regarder quels documents qui sont disponibles. Puis peut-être la prochaine fois, on pourrait indiquer les documents suivants sont disponibles là, sur. Ben, c'est à ça la qui est ville. dit. OK. Sont disponibles à Ouais, la mais il faudrait les municipalité pour identifier. consultation. On pourrait identifier, là, ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait identifier pour pas qu'il y ait d'ambiguïté Tout à fait. à ce niveau-là. Je pense que vous avez raison. D'autres questions sur le Zoom? Oui, une question de M. Samuel Roberge. Considérant que vous aviez déjà 2 candidats plus que compétents pour occuper un siège au CCU, dont un qui a rénové sa maison ancestrale de A à Z par lui-même, et l'autre qui est un expert en excavation, et que vous les avez déjà ignorés à une reprise, pouvez-vous m'expliquer à quel point il faut penser comme les gens en place pour être nommés au CCU? Ne serait-il pas plus productif d'avoir un groupe non homogène au CCU pour faire de meilleures recommandations? Pour cette réponse-là, en réalité, par rapport à la personne qui a été choisie, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une mise en candidature qui est faite, on reçoit les candidatures du moment de la réouverture de ce poste-là. Et on a eu plusieurs candidatures, mais la personne qui a été choisie avait déjà des connaissances en urbanisme, elle a déjà des connaissances au niveau du patrimoine, elle est déjà impliquée dans beaucoup de dossiers de cette nature-là. Puis c'est la personne que nous avons retenue à cause de son profil et ses connaissances qu'elle avait actuellement. Puis on pense que son apport va être très profitable pour l'ensemble des membres du comité. C'est la raison pour laquelle on a choisi cette personne-là. Ça va? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Donc, ça met fin à la période de questions. Nous sommes maintenant rendus au point 8, qui est l'adoption de règlement. Je vais passer la parole à M. Richard. Merci, M. Maire. Adoption du règlement numéro 126-24, modifiant le règlement numéro 549-18. Donc, considérant que la loi sur les traitements des élus municipaux détermine les pouvoirs du Conseil en matière de fixation de la rémunération, considérant que la Ville de Château-Richer est régie par le règlement 549-18 sur le traitement des élus municipaux, considérant que le Conseil désire fixer l'indexation de la rémunération ainsi que de l'allocation de dépenses des élus afin de l'harmoniser avec l'ensemble des employés de la Ville de Château-Richer, considérant qu'il y a lieu d'amender l'article 4 du règlement 549-18, considérant qu'un avis de motion a été préalablement donné lors de la séance précédente, le 4 novembre 2024, et que le projet de règlement a été présenté et déposé à la même séance, considérant l'avis public paru le 5 novembre 2024, et ce, conformément à l'article 9 de la loi sur le traitement des élus municipaux, considérant qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la séance d'adoption, et considérant que ce règlement était disponible pour consultation à la mairie 2 jours juridiques avant la séance ordinaire du 2 décembre 2024, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, considérant que des copies du règlement sont disponibles à la disposition du public pour consulter dès le début de la séance d'adoption, et ce, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, encore une fois. En conséquence, je propose d'adopter le règlement 126-24 qui modifie le règlement 549-18 qui est intitulé « Relatif au traitement des élus », abrogeant et remplaçant les règlements 431-11 et 472-14 afin de modifier l'article 4 des traitements des élus. Alors, je reviens une dernière fois là, sur le fait qu'on va vraiment s'harmoniser avec les employés de la ville. Ça va permettre que qu'on n'aura pas, qu'il n'y aura pas de vague, en fait, là, suivant l'inflation, en fait, là, provinciale. Donc, l'année passée, on avait dû là, aller bien en delà de l'inflation. Et c'était, dans le fond, là, ce qu'on veut faire, c'est vraiment d'harmoniser ça avec les employés de la ville et que ça soit ça pour le résultat. Donc, voilà. Je vais ajouter quelque chose. Oui. C'est toujours litigieux, c'est toujours désagréable de parler du salaire des élus, puis c'est nous autres, en réalité, en vertu de la loi, qui doit adopter nos salaires. Ça nous met toujours dans une situation qui, je dirais, qui est inconfortable. Et ça porte toujours place à des commentaires très souvent assez disgracieux en réalité par rapport à la masse de travail qu'on peut faire et le salaire qu'on reçoit pour faire ce travail-là. On a le droit à toutes sortes de commentaires qui ne sont pas toujours, disons, encourageants et qui n'incitent pas nécessairement les gens à venir travailler.
L'ancienne équipe avait voté, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs de la région de Québec, avait voté un règlement qui disait que c'était en vertu de l'inflation, où le minimum c'est 2 %. Mais l'inflation, on s'est rendu compte post-pandémie que ça a débordé. C'était 6,4, c'était des montants assez faramineux. Et on nous a reproché d'avoir été avec l'inflation un montant d'argent. Donc l'année qui a suivi après, ben là, on a dit on va y aller avec le 2 %. Mais l'inflation était pas mal plus élevée que ça là, à ce moment-là. On s'est reproché qu'on ne suivait même pas nous-mêmes les règlements. Fait que là, qu'est-ce qu'on a fait cette année? On a dit, bon, ben comme ça, on va suivre les augmentations qui sont octroyées aux salariés là, qui ont été en négociation. Fait qu'à ce moment-là, ben, il n'y aura pas de disparité là, par rapport aux augmentations. Donc, c'est la raison pour laquelle on a pris cette décision-là, puis on l'a fait dans ce sens-là aussi en même temps, en pensant que ça va être plus... je dirais plus objectif et rationnel comme augmentation par rapport à ça. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire à un moment donné qu'il n'y aura pas des rattrapages, là, parce qu'il faut quand même le regarder, puis il faut penser à la relève, puis il faut penser aussi qu'on doit ouvrir la porte à occuper des fonctions de maire ou de mairesse ou d'élus à des personnes qui ne sont pas nécessairement juste des retraités. Des personnes qui sont capables, qui peuvent vivre de ce salaire-là aussi, puis représenter la ville de façon adéquate. Fait qu'il va falloir à un moment donné qu'on se pose la question, puis qu'on se penche là-dessus aussi, puis qu'on ne se ferme pas les yeux par rapport à ça, puis qu'il y ait une certaine ouverture. Donc, je veux juste attirer votre attention par rapport à ça et vers où on devrait penser, vers où on devrait s'en aller dans cette optique-là. Donc, considérant la présentation qui était faite par M. Richard, ceux et ceux qui sont d'accord avec la recommandation. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Excusez-moi, il fallait que je le place. C'était... Bien placé. On a le droit à beaucoup de commentaires, puis c'est pas toujours le fun. 9.1, Mme Flo. Oui. Merci. Donc, octroi d'un mandat à la Société protectrice des animaux de Québec, la SPA, pour des services de contrôle animalier. Considérant les besoins de la ville de Château-Richer en matière de contrôle des animaux domestiques errants sur son territoire, considérant la proposition reçue de la SPA de Québec, considérant que cette proposition convient aux besoins de la ville en matière de services de contrôle des animaux domestiques et pour le ramassage d'animaux morts. En conséquence, je propose de renouveler le contrat avec la SPA de Québec pour une période de 4 ans à compter du 16 janvier 2025 pour les services de contrôle des animaux domestiques et le ramassage d'animaux sauvages morts sur son territoire au prix indiqué dans la proposition reçue le 3 octobre 2024, soit au montant de 19 347,43 pour la première année, lequel montant sera indexé avec l'IPC pour les années suivantes. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.2, M. Martineau. 9.2. Signature d'une entente avec la firme Urbatec pour le service d'inspection municipale pour une durée indéterminée en 2025. Considérant que l'inspecteur municipal est absent pour une durée indéterminée. Considérant l'offre de service reçue par la firme Urbatec, spécialisée en urbanisme et en gestion du service de permis et certificats pour les petites et moyennes municipalités. En conséquence, je propose d'accepter l'offre de service professionnel de la firme Urbatec pour le service d'inspection municipale et ce pour une durée indéterminée au taux horaire de 75,25. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Martineau. Signature d'une entente avec la firme Urbatec pour le service d'urbanisme pour une durée indéterminée en 2025. Ça va s'appliquer probablement pour quelques mois, là, le temps de trouver une personne permanente là, pour l'urbanisme. Considérant que le poste de directeur ou directrice du service d'urbanisme est toujours vacant, considérant l'offre de service reçue par la firme Urbatec spécialisée en urbanisme et en gestion du service de permis et certificats pour les petites et moyennes municipalités, en conséquence, je propose d'accepter l'offre de service professionnel de la firme Urbatec pour le service d'urbanisme et ce pour une durée indéterminée au taux horaire de 100 $. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, Mme François. Oui. Alors, renouvellement du contrat pour les services de buanderie et de fourniture d'uniformes de travail. Alors, considérant que des services de buanderie sont nécessaires pour divers articles localisés dans les bâtiments municipaux, notamment les tapis, les articles de nettoyage, considérant que des services de fourniture d'uniformes de travail sont nécessaires,
notamment pour des combinaisons utilisées au garage municipal. Considérant la Ville de Château-Richer est déjà sous contrat avec l'entreprise UniFirst et qu'elle est satisfaite des services reçus. Considérant la soumission reçue de la part de l'entreprise établissant les coûts de ces services à une moyenne de 98,71 par semaine pour le garage municipal et une moyenne de 47,15 par semaine pour l'hôtel de ville, je recommande de renouveler le contrat pour les services de buanderie et la fourniture d'uniformes de travail avec l'entreprise UniFirst, de mandater la directrice générale, Mme Magali Lavigne, pour signer tous les documents afférents. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Roberge. Merci. 9.5, octroi d'un contrat à Horizon Mobile pour la réalisation d'une étude diagnostique sur les besoins en équipement de radiocommunication pour les services de sécurité incendie de la Côte-de-Beaupré. Considérant la résolution 2024-09-148 intitulée « Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude sur les radiocommunications des services incendie des MRC Côte-de-Beaupré et Île d'Orléans » adoptée par le Conseil de la MRC. Considérant que l'appel d'offres sur invitation a été transmis par la MRC le 4 septembre 2024 auprès de 6 firmes pour la réalisation d'une étude diagnostique sur les besoins en équipement de radiocommunication. Considérant qu'une seule proposition a été reçue dans le cadre de cet appel d'offres, considérant que la proposition soumise a été évaluée par un comité composé de 2 directeurs de services incendie, du coordonnateur en sécurité publique et du directeur de la MRC de la Côte-de-Beaupré, ainsi que de la directrice générale de la MRC de l'Île d'Orléans, considérant que la proposition a été évaluée selon une grille d'évaluation fournie dans l'appel d'offres et un système à 2 enveloppes, considérant que la firme a obtenu plus de 70 points sur 100 et que le comité a procédé à l'ouverture de l'enveloppe B qui contenait les prix. En conséquence, je propose que le Conseil de la Ville de Château-Richer octroie un mandat à Horizon Mobile pour la réalisation d'une étude diagnostique sur les besoins en équipement de radiocommunication pour les services de sécurité incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré, moyennant des horaires de 758,85. Donc ça, c'est pour notre volet local à nous, là, pour aider le service incendie de la Ville de Château-Richer à améliorer ses communications avec notre territoire montagneux. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.1, M. Martineau. Alors, c'est le dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Le service d'urbanisme a fait parvenir au Conseil, ce préalablement à la séance, le compte-rendu de la rencontre tenue le 19 novembre 2024 par le CCU. Merci. Maintenant, 10.2, M. Latour. Oui, bonjour. Donc, dérogation mineure lotissement de subdivision d'un lot à Royal, lot 6 315 454. Considérant que le CCU a reçu une demande de dérogation mineure pour la subdivision du dit lot, afin de créer les lots projetés 6647 193 et son cousin 694, dont le premier lot sera enclavé. Donc, c'est déjà enclavé, puis ça va être enclavé. Considérant que le lot existant est déjà enclavé, considérant qu'une résolution du conseil municipal appuyant le projeté a été faite le 6 mai 2024, portant le numéro 2024-06-05-110, considérant que le 22 octobre dernier, le CCO a émis un avis favorable quant à la dite demande de dérogation mineure. En conséquence, je propose que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure pour la subdivision du dit lot afin de créer le lot 6 647 693 et son cousin qui va être à côté, donc celui qui porte le numéro 694 à la fin, dont le lot projeté va être nommé le 6 147 693 sera enclavé comme j'ai dit tantôt. Parfait. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En fait, c'est plein de lots. Tu peux y aller. C'est un lot. Il n'y a pas d'adresse. Ouais, je sais que c'est ça la question. C'est un lot qui part de l'avenue Royale qui va très loin, là, vers Saint-Achille. Puis le petit lot qui est subdivisé, bien, il est loin. Donc, il donne pas sur l'avenue Royale vraiment. Là, il est très loin dans le bois, là, ce lot-là. C'est pour ça qu'il devait aller en dérogation mineure, parce que Subdivision d'un lot qui n'a pas d'adresse. le lot il est très loin de l'avenue Royale. Là. Le lot qui est subdivisé. Il y a un propriétaire. Les périodes de questions tout à l'heure, si vous voulez. Ça vous va? D'où le fait que j'avais Donc, le point... que c'est un lot divisé sur un autre lot divisé, fait qu'il était... c'est ça. Parfait. Maintenant, nous allons passer au point 10.3. M. Martineau. Oui, 10.3, appropriation au PIA, construction de bâtiment principal et complémentaire au 7788 Avenue Royale.
considérant que le CCU a reçu une demande d'approbation relatif au PIA afin de construire un nouveau bâtiment principal et complémentaire sur le lot 6 315 452. Considérant que le 19 novembre dernier, le CCU a émis un avis défavorable quant à la demande d'approbation au règlement de la PIA pour les raisons suivantes. Que la porte de garage ne se trouve pas sur la façade avant du bâtiment accessoire, que la pente de toit du bâtiment principal ne respecte pas l'architecture traditionnelle de l'ancienne grange ainsi que des bâtiments patrimoniaux environnants. Il n'y a pas de rappel de l'ancienne grange apparent sur le bâtiment principal projeté, qu'il y a un manque de fenestration sur la façade avant et que les fenêtres ne sont pas symétriques, et qu'il n'y a pas assez d'ouverture sur la façade avant, contrairement au bâtiment environnant, et il pourrait y avoir une deuxième lucarne afin d'aller rechercher le style architectural des bâtiments voisins. En conséquence, je propose que le conseil municipal refuse la construction du nouveau bâtiment principal et complémentaire sur le dit lot en raison des commentaires émis par le CCU. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.4, M. Latour. Oui, donc approbation PIA, construction d'un bâtiment complémentaire, 13 rue de la Promenade. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a reçu une demande d'approbation au PIA afin de construire un bâtiment complémentaire en cour arrière, considérant que le 19 novembre dernier, le CCO a émis un avis favorable quant à la demande d'approbation au PIA afin de construire un bâtiment complémentaire en cour arrière. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'un bâtiment complémentaire en cour arrière au 13 rue de la Promenade. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.5, M. Martineau. Nomination d'un membre citoyen sur le CCU. Considérant l'affichage pour le recrutement de nouveaux membres sur le CCU, considérant l'analyse des candidatures reçues, en conséquence, je propose que le conseil municipal confirme la nomination de Mme Mélissa Guérard à titre de membre citoyen au sein du comité consultatif d'urbanisme. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 11, qui est le dépôt des déclarations d'intérêt pécunier des élus de la ville de Châteaurougis. Donc, le dépôt étant fait, tous les membres doivent remplir à chaque année là, une déclaration d'intérêt qu'on doit déposer. Donc, 11.2, Mme Plot. Oui, merci, M. le maire. Donc, modification de la résolution numéro 2024-0710-287, calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025. Considérant la résolution adoptée le 7 octobre 2024 et portant le numéro 2024-0710-287, adoptant le calendrier des séances du conseil municipal pour l'année 2025, considérant que les élections municipales auront lieu le 2 novembre 2025, considérant que le conseil ne peut siéger au cours de la période qui commence à 16h30 le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin d'une élection générale et qui se termine au moment où la majorité des candidats élus à un poste de conseiller a prêté le serment. En conséquence, je propose d'apporter la modification suivante dans le calendrier des séances du conseil pour l'année 2025, soit le 1er octobre. Merci. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.3, facturation aux municipalités desservies par le service de la Sûreté du Québec. Donc, c'est une résolution d'appui qu'on fait là, puis qu'on veut déposer auprès du ministère. Donc, considérant que les municipalités desservies par la Sûreté du Québec viennent de recevoir leur facture pour l'année 2025, considérant que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables, considérant que la facture de 2025 marque la fin de la période transitoire pour mener un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Une période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation de 7 % et d'un plancher de 2 %. Considérant que lors des négociations de la nouvelle formule en 2019, les autorités du ministère de la Sécurité publique avaient assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année, une fois la période transitoire
déterminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui sont annoncées en 2025, considérant que le taux d'inflation est maintenant de moins de 2 %, considérant que les médias ont récemment fait état de la gestion du temps supplémentaire des policiers dans les régions qui occasionne une pression importante sur le coût global du service de la Sûreté du Québec facturé aux municipalités, considérant les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de policiers non comblés et du recours important au temps supplémentaire alors qu'un service de police efficace demande de la stabilité et une présence communautaire développée de longue haleine, considérant la hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et de la gestion de la Sûreté du Québec, considérant le montant total facturé aux municipalités pour 2025 qui s'élève à plus de 444 800 000, un montant considérable qui devrait donner aux municipalités un droit de regard sur la gestion de ces services. En conséquence, je propose que la Ville de Château-Richer demande au ministère de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, de demander une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et qui a permis d'identifier des pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars, de conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente comme dans les formules transitoires, tant que l'analyse n'aura pas permis d'identifier les moyens pour contrôler la hausse inconsidérée du coût des services de la Sûreté du Québec. Qu'une copie de résolution soit transmise au ministre de la Sécurité, M. François Bonnardel, à la députée de Charlevoix, Claude de Beaupré, Mme Karine Bourassa, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au 11.4, c'est que je vais procéder au dépôt du rapport annuel 2023 sur la gestion de l'eau potable. Donc, c'est des questions qui sont posées par le ministère et on doit répondre pour voir si on est conforme ou pas. Donc, le dépôt étant fait. Je passe maintenant au point 11.5. Je passe la parole à Mme Lefrançois. Oui, alors, avec plaisir, confirmation de Magali Lavigne au poste de directrice générale de la Ville de Château-Richer. Alors, considérant que par la résolution numéro 2023-0412-282, le conseil municipal nommait Mme Magali Lavigne au poste de directrice générale de la Ville de Château-Richer, considérant que Mme Lavigne a été évaluée le 20 novembre 2024 avant la fin de sa période de probation, considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de Mme Lavigne, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, je propose que Mme Magali Lavigne soit confirmée dans son poste de directrice générale à la Ville de Château-Richer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Félicitations. Bon travail. Bienvenue. Bien, merci. Donc, le 11.6, M. Richard. Merci, M. le maire. Embauche d'un pompier volontaire à temps partiel, considérant les dernières démissions reçues, considérant l'adoption du schéma de couverture de risque incendie de la MRC de la Côte-de-Beaupré, et considérant que le conseil municipal est favorable à l'embauche d'un nouveau pompier volontaire à temps partiel. En conséquence, je propose d'autoriser l'embauche de M. Mathis Leblondéry à titre de pompier volontaire à temps partiel, à savoir que la présente embauche soit sujette à une période de probation d'1 an et ne peut créer de lien d'emploi avec les décisions prises au niveau régional relativement aux travaux du comité de sécurité incendie dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture de risque incendie. Que la présente embauche soit sujette à la réussite de l'épreuve physique, la formation minimale requise, et à ce que M. Leblondéry signe une lettre d'exclusivité au service d'incendie de la Ville de Château-Richer, et qu'à défaut de respecter ces conditions d'emploi, la présente résolution deviendra nulle et sans effet. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.7, qui est l'entretien de la partie non municipalisée du chemin de la traverse. Donc, considérant que depuis l'an 2000, il y a un accord tacite entre la Ville et le propriétaire de la rue privée d'entretenir une portion non municipalisée du chemin de la traverse
afin de faciliter les manœuvres hivernales des véhicules de la voirie, soit le déneigement, et de procéder au printemps à la réparation des éventuels dommages causés par ces activités. Considérant des citoyens ont exprimé des préoccupations concernant l'entretien par la Ville d'un chemin de nature privée, considérant que l'entretien du chemin de traverse s'avère de plus en plus complexe, considérant que la Ville n'a aucune obligation légale d'entretenir les chemins privés. En conséquence, je propose que la Ville procédera au dernier déneigement du chemin de la traverse au cours de l'hiver 24 et 25, dont le présent hiver, et qu'au printemps prochain, en 2025, la Ville s'engage à remettre en état la portion entretenue afin de mettre un terme définitif à cette pratique. Un avis officiel sera transmis aux citoyens concernés pour les informer des changements à venir et des responsabilités futures relatives à l'entretien de ce chemin. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 12, qui est correspondance, nous n'avons pas reçu de correspondance au cours du dernier mois. 13.1, demande d'aliénation des lots agricoles. M. Richard. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que Mme Anne-Marie Mercier, propriétaire des lots numéros 458 3030, 458 3031 et 458 35 54, a mandaté sa fille, Mme Sylvie Robitaille, pour déposer une demande auprès de la Commission de protection du territoire, la CPTAQ, afin d'aliéner les 10 lots à ses enfants, Sylvie Robitaille et François Robitaille. Considérant que cette demande ne porte aucunement atteinte aux objectifs de protection et de développement du territoire agricole et qu'aucun impact sur l'agriculture ne résulte de la transaction envisagée, considérant que l'aliénation des lots concernés ne nuit pas à l'intégrité des terres agricoles ni à leur vocation future en matière d'agriculture, en conséquence, je propose d'appuyer la demande d'aliénation des lots agricoles qui a été mentionnée plus haut par Mme Anne-Marie Mercier et à ses enfants, Sylvie Robitaille et François Robitaille, telle que soumise auprès de la CPTAQ. Merci. Donc, ceux et sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Robert, 13.2. 13.2, un avis de motion et dépôt du projet de règlement 627-24, modifiant le règlement numéro 589-20 relatif à la gestion contractuelle. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente. Le règlement 627-24, modifiant le règlement 589-20 relatif à la gestion contractuelle. Et je dépose donc le projet séance tenante. Merci. 13.2, Mme Lefrançois. 13.3. Oui. 13.3, oui. Avis de motion pour le règlement numéro 628-24, modifiant le règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Château-Richer, abrogeant et remplaçant le règlement 499-16. Alors, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, donne avis de motion qu'il sera adopté à une séance subséquente le règlement numéro 628-24, modifiant le règlement numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du conseil municipal de la ville de Château-Richer, abrogeant et remplaçant le règlement 499-16. Merci. Donc, ce projet de règlement-là va être en lien avec le projet de loi 57 là, qui assure un peu, si on veut, le bon déroulement des séances du conseil, le bon déroulement de la ville, aussi protéger les membres du conseil municipal, des fois, contre toute situation qui sont des fois embarrassantes et tout ça. Donc, ce règlement-là va venir encadrer ce fonctionnement-là par rapport à la loi 57. Maintenant, nous sommes rendus à la période de questions, la deuxième partie de la période de questions, le point 14. M. Barry, tout à l'heure, vous aviez une question. Bien, venez au micro, s'il vous plaît. J'ai quand même eu une bonne partie de la réponse, mais j'aurais une autre question cependant. Il y avait jeudi dernier à l'émission Enquête de Radio-Canada un sujet extrêmement important. Alors, si certains d'entre vous l'ont regardé, on mentionnait que les contrats de nettoyage des abrasifs qui sont répandus sur les routes pendant l'hiver sont donnés à contrat pour le nettoyage au printemps du sable et du gravier. Il mentionnait qu'un très grand nombre de municipalités ne surveillaient pas vraiment l'acheminement de ce matériel
qui est du matériel contaminé et qui doit nécessairement aller vers des sites d'enfouissement. Il mentionnait que les municipalités, dans les contrats, normalement indiquaient qu'il s'agit du matériel, mais qu'il y avait un prix à payer qui était autour de 900 $ du voyage. Et qu'un grand nombre d'entreprises considèrent que c'est plus agréable de l'offrir. Ils l'offrent comme du matériel d'enfouissement. Pas d'enfouissement, mais de remblayage. Et c'était monnaie courante. Alors, moi, je voulais simplement savoir, est-ce que vous êtes conscient de cet enjeu et qu'est-ce qui se passe à Château-Richer? Parce que le matériel contaminé, bien, il est contaminé. Hein? C'est une bonne question. Beaucoup de remblayage. C'est une bonne question. Je vais m'informer de quelle façon qu'on procède, parce qu'honnêtement, je ne peux pas vous répondre à ça, là, moi, présentement. Là. Madame Lavigne, êtes-vous capable de répondre à ça, non? En tout cas, il le présentait comme un enjeu. Oui. L'émission d'1 heure vaut la peine, en tout cas, d'être écoutée, je dirais sur Tout TV ou autrement, mais c'est un enjeu que les municipalités, faute de surveillance et ne sachant pas non plus vraiment ce qui se passe, alors qu'il semble qu'il y a une très grande demande pour du matériel de remplissage et que les compagnies en profitent. Oui, en profitent, on en a, puis... alors... Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je vais prendre le temps, je vais l'écouter, je vais regarder ça, parce que je pense que c'est assez pertinent, puis c'est important. Là, puis tout à fait. Puis on va regarder, nous, puis à la prochaine séance, on va s'arranger pour donner des réponses. Je pense que ça vaut la peine. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Est-ce qu'on en a sur le Zoom? On en a sur le Zoom, oui. Donc, une question de M. Jimmy Saint-Hilaire. Comment pouvez-vous être impartial à la table des négociations, M. le maire, car vous négociez votre propre augmentation de salaire? Monsieur le maire a assisté à la séance, aux séances de négociation à titre, je dirais, transitoire pour transférer le dossier quand que Mme Lavigne est arrivée. Parce qu'on a eu, je ne sais pas si on se souvient, mais il y a eu quand même 3 directions là, qui ont travaillé au niveau de la négociation au niveau de la négociation de la dernière convention collective. Et lorsque Mme Lavigne est arrivée, j'ai agi de façon transitoire lors des rencontres. Et pour informer le citoyen qui pose la question, il y a beaucoup de rencontres où je n'ai pas intervenu lors des échanges. Donc, c'était Mme Lavigne qui intervenait. Et c'est sûr que suite aux échanges, suite aux négociations qu'il y a une recommandation qui vient de la direction, parce que c'est son rôle administratif de le faire auprès du conseil municipal. Et le conseil municipal entérine la position et il y a un vote. Et M. le maire, comme vous le voyez, il y a 7 personnes autour de la table, mais M. le maire, il y a un vote. Il n'y en a pas 10, il y en a un. Donc, les gens autour de la table ont chacun droit à leur vote et M. le maire ne remporte pas toujours la palme. Donc, peu importe les sujets, peu importe les discussions, c'est pas M. le maire qui gère ce genre de situation-là, mais on reçoit des recommandations administratives et après ça, le comité, le conseil se prononce sur la recommandation qui a été faite. Voici la façon que les décisions sont prises, et pour ce dossier-là, et pour l'ensemble des dossiers qu'on discute, qu'on vous présente le soir des séances du conseil. Donc, une autre question toujours de M. Saint-Hilaire. Donc, dimanche dernier, il a tombé un peu de neige en après-midi. À ma grande surprise, avec si peu de neige, la côte de la Chapelle et celle pour monter à l'école étaient toutes enneigées et même des autos avaient de la misère à y circuler. Ce sujet, M. le maire, est récurrent à toutes les années. Je vais vous poser encore la même question et j'espère une réponse différente. Par contre, on ne paye pas du monde pour ne pas que cette situation arrive. Premièrement, lorsqu'il arrive les premières neiges, c'est sûr que c'est une adaptation et on doit réagir rapidement. Les abrasifs ont été déposés. Maintenant, on est entre 2 saisons. Et moi-même, pour circuler en voiture, on constate que les gens ne changent pas toujours leurs pneus aux dates prévues et parfois se font un peu surprendre et ça peut arriver que certaines voitures aient de la difficulté à monter des côtes. Donc, oui, c'est possible. Et ça arrive cette année. Ça va arriver encore l'année prochaine. Ça va arriver l'autre année d'après encore, parce qu'on ne contrôle pas ces choses-là. Mais nous, dès qu'il y a de la neige, vendredi, j'étais justement avec des gens d'École Bleue qui travaillaient, puis les gens surveillaient leur téléphone, puis on s'assurait qu'il y avait des gens en place pour étendre les abrasifs, puis s'assurer de la sécurité des routes et qu'ils soient bien dégagés.
J'ai été présent et j'ai assisté à ça. Donc, je comprends l'intervention de M. Saint-Hilaire, mais de mon côté, je fais confiance à l'équipe qui est en place. Les gens sont professionnels, puis ils agissent correctement, puis on s'assure qu'il n'arrive rien à personne. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Samuel Roberge, sachant que les travaux sur la rue de l'Église ont coûté plus ou moins 3 millions de dollars et que les travaux qui doivent être faits sur le mur de soutènement situé en bas de cette rue coûteront au bas mot 2 à 3 millions de dollars, n'aurait-il pas été moins coûteux et surtout plus efficace de déplacer les résidences de la rue de l'Église sur d'autres terrains et de revégétaliser la rue de l'Église? C'est une question, mais j'ai pas de réponse à cette question-là. Puis en même temps, j'en ai une, puis je me dis, bon, ben, on a une réalité structurelle à Château-Richer. On a des falaises tout le long de l'avenue Royale, puis ça fait partie en part de notre richesse et de notre patrimoine. C'est sûr qu'il y a un coût à ça. On a des belles vues, on a des beaux paysages, on a un bel environnement, mais il y a un coût à cet environnement-là, puis on s'en rend compte là, avec des entretiens qu'on va avoir à faire, qui ont été, je dirais, probablement négligés d'année en année et de mandat en mandat. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup à faire, puis il y a des priorités à établir. Puis des fois, on repousse des choses, puis à un moment donné, bien, on arrive puis on doit le faire. Et oui, effectivement, ça va peut-être coûter 2 ou 3 millions pour refaire le mur, je ne sais pas. Comme je le disais tout à l'heure, on s'en va en appel d'offres pour avoir des gens qui vont pouvoir évaluer le mur. On espère que les travaux vont se faire dès le début janvier. Puis après ça, on verra le coût, puis qu'est-ce qui doit être fait, puis comment il doit être fait également. On va se faire conseiller par rapport à ça. Et pour le coût de la rue de l'Église, qui est l'autre volet de sa question, on ne sait pas encore combien ça a coûté, puis parce que la reddition de compte n'est pas faite. Donc, tant ou que la reddition de compte n'est pas faite, on ne peut pas déterminer le coût réel que cette rue-là va nous avoir coûté. Là, on verra d'ici la fin décembre, lorsque toutes les factures seront rentrées, puis que le prêt temporaire sera fermé pour aller vers le vrai règlement d'emprunt de ces travaux-là. Et on pourra dire à ce moment-là les chiffres exacts qui viendra de la direction. Mme Lavigne va tout nous informer de ça. On va vous partager l'information avec plaisir. Alors, la deuxième question pour cette période de M. Samuel Roberge. Est-ce que vous allez nous présenter visuellement le tracé projeté de la future piste cyclable et y aura-t-il des consultations publiques sur ce sujet? Des consultations publiques, il s'en fait quand il y a des choses qui doivent être, on doit faire des modifications ou des changements au niveau des zonages ou des accès. Dans ce contexte-là, il n'y a pas de consultation publique, à ma connaissance, qui est prévue au moment où on se parle, et je ne pense pas qu'il y en ait non plus. Le tracé, il y a un tracé présentement qu'on a partagé aux gens, on l'a échangé lors des séances du Conseil, qui est un tracé qui est très préliminaire et qui n'est pas définitif. Lorsque Développement de Côte-de-Beaupré, qui s'occupe justement de ce dossier-là, vont arriver avec un trajet qui va être, je dirais, mature, il va le proposer puis il va le présenter au conseil municipal. On va le regarder. On va voir les impacts de ce tracé-là, parce qu'on va avoir des décisions à prendre. Puis à ce moment-là, une fois qu'il va être adopté, là, on va le présenter aux gens au niveau des séances du conseil municipal, comme tout dossier qu'on gère depuis qu'on est en place ici. C'est beau? J'ai une autre question. Monsieur Olivier Couture. Oui. Bonsoir. Des options telles que des dos d'âne ou des ralentisseurs de vitesse ont-elles été envisagées ou sont-elles actuellement à l'étude dans les secteurs mentionnés précédemment, notamment sur la rue du Couvent? Merci pour votre temps. Les dos d'âne, la rue du Couvent, c'est la rue qu'on parle devant l'école. On a fait des tentatives pour aider la circulation il y a 1 an et demi, 2 ans. Et c'était une tentative qui était infructueuse parce qu'on a eu beaucoup de réactions de la part des parents. La démarche à suivre là-dedans, c'est de regarder, on va regarder avec la direction, puis le conseil municipal, comment on s'enligne avec ce dossier-là. Et c'est sûr qu'il y a une démarche à faire dans un premier temps avec l'école, avec la direction de l'école, pour en informer les parents, consulter les parents et voir un peu qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la circulation soit fluide, mais en même temps qu'il soit sécuritaire là, pour les gens qui ont à circuler sur ce tronçon-là. Peut-être que les dos d'âne vont être envisagés, peut-être que ça va être d'autres moyens pour ce secteur-là, je ne sais pas. Pour les autres secteurs, il y a eu des demandes qui ont été faites, puis des dos d'âne, on en a ajouté au fur et à mesure. Et l'été prochain, là, on va regarder tous les endroits où on a eu des demandes et que ça n'a pas pu être installé cette année par manque d'effectifs ou manque de temps aussi, là.
et parce qu'on a eu des priorités, des feux à éteindre, comme on dit, au niveau des travaux publics. Mais l'année prochaine, là, durant l'hiver, on va établir tous les endroits où il devrait y en avoir, puis on va regarder parce que, oui, on peut installer ça comme ça, mais à la volée, mais en même temps, ça devrait être ensaché dans un règlement aussi, toute la signalisation, les panneaux, où ils sont situés, les dos d'âne où ils sont situés. Puis installer un dos d'âne, c'est une chose, mais il faut mettre des pancartes aussi avant et de chaque côté pour que les gens soient informés qu'il y a des dos d'âne. Et très souvent, on n'a pas la signalisation suffisante là, pour l'indiquer. Donc, cet été, il y a des endroits qui n'ont pas pu être faits par rapport à ça. Puis les commandes qu'on avait regardées pour en faire, pour avoir les pancartes, ça prend entre 1 et 2 mois des fois que ça prenait. Il y a d'autres moments où c'est plus rapide, mais il y a des moments où c'est plus long. Donc, probablement qu'il y a plus de demandes, puis la livraison est plus difficile à avoir dans un court laps de temps. C'est beau? Donc, ceci met fin à la période de questions. Oui, il y a nos questions. Bonjour, mon nom est M. Litt. Au cours du dernier mois, il y a eu un accident sur le boulevard Saint-Anne à la hauteur de la route La Plante. Le trafic a été détourné, il a passé sur le Royal puis il tournait par la rue Dick. Ça a duré pendant quelques heures. Là. Les vannes avaient énormément de misère à tourner. Bon, c'est normal, c'est toujours de même. Mais est-ce qu'il y a un membre de la municipalité avait été averti de ça? Est-ce que vous avez été sensibilisé? Est-ce qu'il y avait un travailleur de la municipalité qui aurait pu dire, bon là, on vous descendez plus bas, ça ne sert à rien d'essayer de tourner là? Il prenait 5 puis 10 minutes, recule, avance, tosse-toi pas. Il y a toujours un problème à ce niveau-là. Puis, il me semble que la municipalité devrait être informée lorsque le trafic est détourné, ça ne tourne pas, là, ou ça tourne difficilement. Ça prend un gars habitué. Lorsqu'il y a un accident, le service d'incendie est appelé sur place. Donc, on va vérifier avec eux là, au niveau de la signalisation, puis qu'est-ce qui pourrait être fait là, pour que les gens puissent tourner. Je dirais tous les coins de rue, ça passe serré, là, puis embarque un peu sur le terrain des gens. Les camions sont plus longs qu'ils étaient il y a peut-être 15 ou 20 ans. On avait moins que 50 pieds. Maintenant, on a du plus que 50 pieds. Donc, c'est sûr que ça demande je dirais un rayon un peu plus grand. Mais un 53 pieds ne tourne pas. Là. Il y a énormément de misère. C'est pour ça que je dis, soit la rue Tuyotte, là, je suis certain que ça va passer. Mais, tu sais, puis on dirait qu'on manque d'informations, puis ça arrive souvent, ça. Puis là, il y a eu même du dégât. M. Dick s'est fait briser le coin de son terrain. Je sais pas. Puis c'était un lieu un peu difficile d'accès à ce moment. On va regarder là, pour s'assurer quand on détourne que c'est fait par la ville, là, on les dirige vers les bonnes rues ou les rues qui sont plus favorables pour des gros camions pour pas tourner. Ça va? Si. Merci. Donc, ceci met fin à la période de questions. Donc, nous sommes rendus au point 15 qui est la levée de la séance. Donc, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse pour la ville de l'Assemblée. Je vais proposer. Donc, Mme Christine Plot propose que la séance soit levée. Donc, ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais demander aux gens, s'il vous plaît, je vous remercie aux gens d'avoir été présents. Et je vais vous demander aussi de quitter la salle parce qu'on a à continuer à travailler. Puis on voudrait pousser pour ne pas finir trop tard ce soir. Merci.